Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Jean Smith. Bonjour Jean, j'espère que tu vas toujours bien. Bonjour, je vais très bien. Bon. Bien. Encore une fois, vous avez l'habitude, on en tourne plusieurs d'affilée, on fait juste semblant pour que, comme vous voulez nous retrouver, ça fait un moment que vous nous avez pas vu. Donc tu fais super bien illusion, merci Jean. Alors, avant d'attaquer l'interview sur le côté un peu mental, état d'esprit de la pratique, tu as à côté de toi des livres. Est-ce que tu pourrais en parler un peu? On n'en a pas parlé dans la dernière interview. Est-ce que tu pourrais en parler de ces livres sur le Wei Chi Ryu aux gens qui connaissent pas du tout le Wei Chi ou pas du tout? Bien justement, ça c'est le livre de Yukinobu Shimabukuro. Oui. Le Wei Chi Ryu, c'est le premier livre français, en français en tout cas, qui a été fait. Takemi Takayasu avait fait beaucoup de vidéos, mais il n'y a pas eu de livre. Et Shima, donc, oui, il y a 15 ans peut-être, a fait ce livre-là, qui est le premier vraiment livre sur le Wei Chi Ryu en français. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de livres sur le Wei Chi Ryu. Et après, il en a fait un autre qui a été traduit un peu sur la même base, en anglais, japonais, qui est vraiment un livre très connu à Okinawa. D'accord. Et les deux sont vraiment d'un côté plus technique ou état d'esprit? Alors. Beaucoup de description des katas, okay. Présentation de ce que c'est, historique du Wei Chi Ryu. C'est vraiment intéressant à voir dans sa bibliothèque parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur le Shotokan, sur d'autres styles. En Wei Chi Ryu, franchement, on n'en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup aux US, au Japon, il y en a quelques-uns. Enfin, il y en a pas mal au Japon. Et voilà. Ça, c'est un livre aussi sur les 3 sont sur le Wei Chi Ryu, qui a été édité en fait à Okinawa dans l'effort d'unifier un petit peu les différents styles de Wei Chi Ryu. Mais ça s'est fait pour le Shorin Ryu, pour le Goju Ryu, pour les autres styles aussi. C'est une réunion de maîtres qui décident quelque part de donner une base commune pour les katas. Donc c'est plus une démarche moderne qui est à la fois pour moi bénéfique et critiquable aussi sur d'autres aspects, puisqu'il y a un aspect d'uniformisation qui est très bon, quelque part, mais aussi qui empêche la créativité des maîtres et de s'éloigner un petit peu de la forme commune, quoi. Une forme commune, c'est bien, c'est un peu le problème d'une grande fédération qui veut tout unifier et on est un peu obligé de niveler par le bas de toute façon. Mais c'est très bien parce que tu lances le sujet du coup de l'état d'esprit de pratique. Et est-ce que tu penses qu'il y a justement le kata et un carcan qui peut enfermer le pratiquant? Oui, le kata c'est un outil, c'est un marteau, un tournevis quoi. Et t'en fais ce que tu veux quoi. Tu trouves la main avec le tournevis ou au contraire tu vas faire quelque chose de bien. Donc le kata c'est un outil qui peut être pris de manière vraiment basique, c'est-à-dire par exemple comme un répertoire, comme un dictionnaire de différentes techniques, ça c'est une manière basique, et puis derrière il y a tout l'univers créatif auquel doit amener un kata. Mais ça demande beaucoup plus d'années de pratique. Dans un premier temps, il faut chercher à imiter la forme la plus parfaite possible. Maintenant, quelle est la forme parfaite, c'est une autre question. Et ça, c'est la deuxième partie de l'apprentissage du kata. C'est-à-dire, pour moi, est-ce que je dois un peu modifier la forme pour que ça soit plus adapté à ce que je suis? Et ça, c'est un questionnement que, malheureusement, on se pose pas assez et on essaie de répéter une espèce de forme parfaite qui n'existe pas, quoi. Il n'y a pas d'absolu là-dedans. Et donc, la forme parfaite, c'est celle qui nous convient à un moment donné, mais encore faut-il avoir compris les règles de fond, les principes de fond. Donc, au début, le kata, c'est imiter. Mais si on reste là-dedans, ça devient un outil à double tranchant parce qu'on limite sa pratique par imitation de quelque chose qui ne nous convient pas. Et si on cherche trop tôt à sortir de la forme,
c'est pareil, on n'a pas assez de savoir, d'acquis pour faire ça de manière bénéfique pour nous. Donc, le kata, c'est l'outil. Maintenant, comment on pratique et donc, avec quelle saveur, avec quelle intelligence, quelle réflexion, quelle connaissance, quelle expérience, tout ça, c'est différent. Est-ce qu'on pratique avec le même état d'esprit quand on utilise le main nue ou les armes? Le kata? Le kata ou à deux? Le kata, c'est pas si éloigné. Ça complexifie, bien sûr, avec les armes. Donc, pour les débutants, moi, c'est rare que j'ai des débutants qui n'aient rien fait, qui passent au kobudo tout de suite, aux armes. En général, c'est des pratiquants de karaté, souvent chevronnés, 3e, 4e dan, qui viennent. Là, en ce moment, j'ai pas mal de responsables régionaux, etc., qui viennent de manière vraiment informelle pour prendre des cours de bâton ou autre et nourrir leur karaté. Et c'est quand même plus facile dans ce sens-là parce que faire un kata avec une arme, ça nécessite la complexité de l'arme en plus du positionnement et tout, qui sont déjà beaucoup de travail. Et ensuite, dans le travail 2, c'est spécifiquement différent. Ça n'a aucune relation, enfin si, bien sûr, il y a plein de choses, mais au niveau de l'intensité du travail, quand tu travailles avec des faucilles tranchantes, c'est pas des mains nues, quoi. La main nue, ça peut créer des dommages, mais une faucille, c'est la vie derrière, quoi. Donc, on travaille pas du tout avec la même intensité. Moi, je suis de plus en plus prudent parce que j'ai vu beaucoup d'accidents. Et les accidents, c'est irrémédiable, quoi. Derrière, tu perds des dents, un œil, tu coupes, bref, souvent des artères ou autres, et c'est très dangereux. Donc, le beau, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le beau, moi, ça m'arrivait dernièrement, quoi. Moi, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, puis ça ramène à la vigilance de recevoir un coup et dans l'œil, quoi. Et j'ai perdre l'œil, quoi. J'ai eu très peur parce que je voyais plus rien pendant un temps. Passe, quoi. Et j'ai vu, voilà, des gens qui avaient toutes les dents de devant, tu vois, par problème de distance. L'autre croit qu'il a juste sa distance, il est sûr de lui quand il frappe, quand il fait son attaque, mais l'autre, sans le vouloir, il a avancé la tête à ce moment-là, quoi. Donc, c'est des choses vraiment très fortes. Donc, ça oblige à une vigilance accrue, quoi. À certains moments, on travaille assez fort avec les armes, quoi, Donc, des fois, on peut casser des mots, ça arrive régulièrement, mais souvent quand même. Et donc, ça veut dire que là, c'est dangereux aussi, quoi. Donc, il y a un travail à deux. Nous, on le fait avec des bois en rotin, qui sont souples, qui ne cassent pas en général. Enfin, qui ne cassent pas. Et le bois en chaîne, c'est plus pour en chaîne ou en frêne ou en plus pour la pratique du kata, quoi. Mais le travail à deux, je fais toujours attention à ça. Parce que, bon, voilà. Donc, oui, il y a une réelle différence dans le travail à deux avec une arme ou sans arme. Ça, déjà, c'est dangereux sans arme. Et avec une arme, tu dis par 5, quoi. Quand l'impact est là, c'est fini, quoi. C'est trop tard. Puis il n'y a pas besoin de force pour faire mal, en plus. Pardon? Il y a beaucoup moins besoin de force pour faire mal, pour faire des dégâts. Ça. Comment travailler cette vigilance? Tu parlais de la vigilance, t'en parlais la dernière fois aussi avec le yoi, la posture de vigilance. Comment travailler cette vigilance, cette attention? Cette vigilance, elle se doit d'évoluer. Tu vois, j'ai toujours un peu le même type de réponse. Il y a vraiment une différence quand tu débutes. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que la vigilance pour un débutant? Tu peux pas lui expliquer des choses que tu expliques à quelqu'un qui a 30 ans de pratique, quoi. Donc, être vigilant, c'est faire attention à tout, faire attention à l'autre, aux autres autour de soi. C'est ce que je disais aussi par rapport à rentrer dans un dojo. À partir du moment où on rentre dans un dojo, on doit avoir une forme de vigilance. Je dis pas qu'il faut être vigilant, paranoïaque, pas du tout. Il faut savoir qu'on travaille avec d'autres, qu'il y a un espace pour chacun. Et que, par exemple, quand tu travailles avec des armes, t'as un beau, c'est long. Si tu travailles trop près de l'autre, tu lui fais mal. Donc, il faut savoir que les distances sont pas les mêmes. Ça, c'est une première vigilance. Pour un débutant, tu vois, c'est pour ça que j'établis des règles beaucoup plus fortes dans le salut du groupe. Savoir que chacun est à une distance de l'autre. Ça commence là. Que on fait pas n'importe quoi, n'importe où dans un dojo. C'est une forme de première vigilance éducative. Elle est importante. Savoir que quand tu salues, il y a une règle. Si le débutant se relève avant les autres, c'est pas très logique. Donc, je veux juste te dire, je veux pas établir quelque chose de hiérarchique, pesant, des règles, mais la vigilance, elle est là, dans une présence. Et cette présence, elle commence par faire attention à la manière dont je me mets en seiza, à genoux, je me relève, la manière dont je vais saluer,
tout ça, c'est le fait que ça va amener une autre conscience de pratique derrière. Mais la première débutant, elle doit se placer dans tous ces petits trucs quotidiens, j'ai envie de dire, auxquels on ne fait pas assez attention. L'échauffement, c'est le début de la vigilance. Faire attention à ses articulations, comment on se place, comment on place le pied, etc. C'est une forme de vigilance. Et ce travail éducatif de la vigilance amène à une autre forme de vigilance. Donc, on va commencer tout de suite par dire être vigilant face à un adversaire. Quoi. Ça veut dire quoi, la vigilance? Donc, souvent, on voit ça comme un esprit, pas souvent, non, parce que c'est vrai que quand même, on avance, mais quelque chose qui se concentre, mais la vigilance, pour moi, de plus en plus, fait appel à une ouverture, à une conscience ouverte. Cette conscience ouverte, elle ne peut s'établir que quand on a une structure de fait qui, au fur et à mesure des années, s'est établie dans tout ce que je viens de décrire auparavant. Donc, on a acquis tout ça. On n'a pas à y penser. Donc, ce fond-là amène une liberté, on dit, nous, de cœur plutôt que d'esprit. C'est-à-dire que le cœur contient l'esprit en traditionnel, que ce soit en japonais, à martiaux ou médecine chinoise. Et donc, il faut que le ventre soit plein, que les connaissances acquises permettent de ne plus y penser et de rendre le cœur vacant. La conscience doit être vacante. Si tu es absorbé par le pied de l'adversaire, tu reçois son poing, quoi. Donc, en fait, il faut que tu englobes toujours tout ce qu'il y a au-delà de l'adversaire. Moi, tu sais, on parle souvent dans les textes aussi du lac dans lequel se reflète la lune. Le lac doit être pur et puis ne pas avoir de petites vaguelettes, etc., pour bien refléter la lune. Donc, pour que cette conscience, elle soit comme ça, il faut qu'il y ait un grand calme en soi, il faut que la sécurité soit posée. Et la sécurité, c'est tout ce que j'ai expliqué auparavant. On sait faire, on sait se placer par rapport à un groupe, on sait se placer soi-même, donc on peut ouvrir sa conscience et ne pas être obnubilé par un aspect de quelque chose. Si la question c'est qu'est-ce que c'est que la vigilance, déjà, il n'y a pas une vigilance. Tu vois, dans les arts martiaux, il y a le débutant qui a 1 an de pratique, et puis tu regardes un maître qui a 60 et quelques années de pratique. C'est pas du tout la même chose. Ah, il y a quelque chose de très important là-dedans, qui est illustré chez Kurosawa. Je sais pas si les 7 samouraïs de Kurosawa, vraiment un film de base, voilà, historique, quoi, où tu as cette recherche de samouraï, et puis il y a un test. Il y en a un qui se cache derrière une porte et qui doit asséner un coup à toute personne qui rentre. Et en fait, tu as trois étapes là-dedans. Tu en as un qui rentre, qui se fait assommer. Il y en a un autre qui est très aiguisé, on le voit dans la rue. Il est vigilant. Il est très technique. Il a ses sabres et il est prêt à tout. Il est droit, il avance comme ça. Il est dans la technique absolue, quoi. Il est vraiment, il rentre quand même dans la maison. Et puis, il sent l'attaque, il dévie et il contrôle l'autre, quoi. Niveau. Et puis, il y a un troisième personnage, débonnaire. On le voit, il est un peu gros, il rit, il joue avec les enfants, il prend le temps de discuter avec les gens, il marche. Et donc, le maître qui recherche les samouraïs, il lui dit, ah, venez prendre le thé, s'il vous plaît. L'autre dit, ah, avec plaisir. Il commence à aller vers l'entrée. Et puis là, il s'arrête, il éclate de rire. Et puis il dit, non, pas de mauvaise surprise et pas de jeu, s'il vous plaît, ou quelque chose comme ça. En fait, lui, il est tellement ouvert dans sa conscience, il est tellement disponible qu'il a senti avant. Et tu vois, 3 étapes de vigilance, quoi. Donc c'est vrai que parler de la vigilance, c'est savoir à qui on parle. Mais les conseils que tu as donnés, c'est-à-dire poser le cadre de sécurité et puis des vigilances dans les petites choses comme le salut, ce sont des choses très, très, très importantes et très intéressantes, donc merci. Il y a quelque chose, un thème que je voulais aborder avec toi. Je sais que tu enseignes également à Madagascar, que tu y donnes des stages. Est-ce que l'état d'esprit de pratique est le même qu'on peut retrouver à Okinawa ou en Europe? Est-ce qu'il y a une différence d'état d'esprit? Partout, c'est différent, c'est passionnant. Okinawa, j'en ai parlé, c'est inscrit dans la société. Aller au dojo, en tout cas quand j'y étais moi au début, tu vois, il y a 30 et quelques années, c'était vraiment aller comme au café. Donc on se retrouve entre potes et on va rester 3 heures le soir, voire plus, à pratiquer. Mais donc c'est pas une pratique intensive physique. Bien sûr, il y a du physique, puis il fait très chaud, donc tu sues énormément. Mais c'est très décontracté, on parle, on pratique, et voilà. C'est inscrit dans les gènes, c'est inscrit dans la société. Ça fait partie, comme nous, de bistrot, quoi, presque, tu vois. Mais voilà. Et donc c'est une pratique paisible aussi.
sociale, paisible. Ça n'empêche absolument pas le haut niveau de pratique. C'est simplement une qualité de pratique beaucoup plus dans le plaisir et la décontraction. Et puis par moment, voilà, il y a une exigence très forte. Ça peut monter aussi. En France, je trouve qu'il y a une évolution de la pratique qui va à la fois vers une ouverture de différents styles, différentes approches, de richesse absolue, de plein de choses. Ça fait presque trop, ce qui fait que le jeune pratiquant, là, il va se dire, mais si je fais ça, je vais perdre ça, mais l'autre, c'est vachement intéressant et tout. Vers quoi je me dirige, c'est difficile. Et il y a une perte de l'esprit profond, de motivation, parce qu'il y a trop de choses. C'est un peu, on arrive dans une société où il y a tellement de propositions qu'on ne sait plus quoi choisir, on a tendance à tout faire superficiellement. C'est dur de trouver l'esprit pratique, vraiment, ça, on en parle entre anciens, et puis on fait un peu les vieux machins, là, et on se dit, ah ouais, moi, quand j'ai commencé, je faisais 600 kilomètres pour aller voir tel expert, parce qu'il y en avait un tous les ans, quoi, donc on se précipitait. Maintenant, réellement, il y a beaucoup d'experts, quoi, des gens très avancés et tout, et qui ont cherché, c'est normal, c'est logique, mais c'est trop de choses. Donc, en fait, il y a un esprit qui se perd, c'est que comme la proposition est presque trop abondante, les gens disent, ah bah non, un de plus, j'ai pas envie, ah bah non, donc j'ai autre chose à faire en famille, je vais pas faire mon, voilà, tu vois, c'est un peu comme quelque chose qui fait comme ça. Avant, il n'y avait pas assez de propositions, donc on était à fond. Et donc on déclenchait une énergie derrière, une motivation qui n'était pas la même, quoi. C'était exceptionnel de faire du karaté, quoi. Où il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Maintenant, tout le monde en a fait, quoi, un petit peu, ou du judo, ou autre chose. Donc ça a évolué. Et donc il y a un gain de richesse et une perte, quelque part, de l'esprit de motivation pratique. Je sais pas comment dire ça mieux, mais et il est rare, on a moins de jeunes qui sont motivés de la même manière, quoi, et c'est vrai que c'est un problème de société, mais ça c'est partout. Et donc en France, il y a une grande richesse de travail. Attention peut-être au fond. Voilà. Et Madagascar, tu retournes 50 ans en arrière. C'est-à-dire, il y a 50 ans, moi j'ai enseigné dans un grenier, j'ai enseigné, tu vois, parce que on n'avait pas tout de suite la salle, qu'il n'y avait pas trop, il y avait des dojos bien sûr, mais il y en avait beaucoup moins que maintenant, quoi. Et donc, enfin moi c'est pas il y a 50 ans, mais disons, voilà, il est clair qu'au début, si tu en parles avec des gens comme Guy, il a écrit un livre là-dessus, l'histoire du karaté français, et il explique bien ça, quoi. Au début, le karaté c'était un truc mystique, ah ouais, on tuait quelqu'un dans ce coup de poing, on faisait, et puis c'était mystérieux, dangereux, mais on pratiquait un peu en secret, c'était ésotérique, c'était particulier, quoi. Donc ça faisait une ambiance de pratique. Et à Madagascar, tu retrouves ça. Et donc là, j'ai préparé un article où je parle d'un événement qui s'est passé là-bas, que je peux évoquer là, hein, c'est pas, mais ça illustre vraiment la pratique. C'est-à-dire que dans les années 85, à peu près à Madagascar, il y avait un gouvernement qui était sous l'égide du président Ratsirak et qui, lui, avait mis en place une milice un peu privée, quoi, et qui vite s'est fourvoyé, est devenu une forme de mafia, etc., qui rackettait tous les commerçants de la capitale. Et il y a un gars qui était parti en Chine, un malgache, Pierre B, et qui avait appris là-bas dans un monastère. Alors, il a créé une légende aussi, hein. Un très bon pratiquant, il est revenu et il a eu énormément d'élèves. Donc, je pense qu'il ne s'est pas payé parce que les gens sont plutôt pauvres sur place, mais il a eu plus de 6000 pratiquants sous sa coupe, quoi. Et en fait, il a créé une milice contraire. Ils ont fait la révolution du kung-fu contre la présidence à l'époque. Ça a été tellement loin que le président est obligé d'utiliser les chars, les canons et tout ça pour attaquer en fait le dojo. C'est un truc complètement fou. Mais ça nous ramène à la révolte des boxeurs en Chine. Ça nous ramène à une forme de pratique un peu, parce qu'ils pensaient presque être à l'épreuve des balles aussi. Tu vois, c'était un peu le même truc. Donc il y a eu ce contexte qui fait que à Madagascar, les gens s'engagent à fond. C'est comme nous il y a 50 ans, il y a peu d'experts. Il y a des experts, il y a des très bons pratiquants à Madagascar, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, les problèmes politiques, ethniques et tout font que la communication se fait mal. Donc, là où il est, essaye de prendre le maximum. Donc, c'est pas du tout pareil qu'ici, où vraiment, en shiatsu, médecine chinoise, arts martiaux, franchement, t'as l'impression que il y a des gens partout, quoi. En plus, c'est pas critique, hein, je veux être clair, je trouve que ça, c'est super. Le danger derrière, c'est être blasé, quoi. On est dans une société qui, en France, on est blasé, on a tout, quoi.
on a tout ce C'est-à-dire que c'est l'opulence de ce point de vue-là. Donc, c'est vrai qu'on peut se détacher, dire bon, c'est pas grave, j'irai au suivant. Bon, c'est pas grave, j'irai une prochaine fois. On passe à côté de tout. Et à repousser, on peut passer à côté de tout, effectivement. C'est beaucoup d'importance à ce que l'on fait. Et je pense que pour donner de l'importance à ce que l'on fait, il faut un effort financier, moral, etc. Il faut donner quelque chose pour recevoir. Et en fait, si on n'a pas, tu vois, si les choses arrivent trop vers nous, ça ne va pas. Ça, j'en suis sûr. À force d'enseigner et tout, moi, je le vois. Ceux qui font des efforts et pour qui c'est difficile progressent beaucoup plus. En règle générale. Il y a des exceptions, mais... Armand Vallée, le fondateur de Mon Style, dit souvent, il nous souhaite souvent beaucoup de maladresse. Parce qu'il dit, si c'est difficile, ce sera bien après, ce sera bien acquis. C'est ça. Et puis, il faut faire les erreurs, et puis il faut... Voilà, il faut que ça... Oui, tout à fait. Tu parlais du plaisir. Est-ce que pour toi, c'est nécessaire d'éprouver du plaisir à la pratique pour pouvoir progresser, pour pouvoir perdurer? Fondamental. Si on fait les choses par obligation, ça meurt au bout d'un moment. Et puis même, la qualité de la pratique n'est pas la même. Donc, elle doit être ouverte vers le plaisir, la communication, l'échange. Et toujours, moi, je reviens, parce que ça devient vraiment important pour moi, la chaîne de transmission. Il y a un maître, lui, il va partir, donc il faut qu'il y ait les autres qui pensent à suivre. Et puis derrière, il y a les autres, et puis ainsi de suite. Et tout ça, c'est un plaisir de se retrouver en famille aussi. Dans la famille, ça marche pas toujours. Il y a aussi le tonton avec qui on s'entend pas, il y a aussi la rupture avec le père, il y a aussi, mais les arts martiaux, c'est la même chose. C'est des étapes de vie, comme une famille. Mais le lien affectif, pour moi, est primordial. Tu vois, la communication, le lien affectif dans l'art martial. Si tu pratiques avec des gens que tu aimes pas, ça va pas aller très loin. Si tu pratiques sans plaisir, pour moi, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut qu'il y ait vraiment cette notion de plaisir personnel, d'échange. Et là, je reviens encore, je rabâche un peu, mais sur la place, de savoir où est sa place, parce qu'on peut échanger bien quand on sait qui on est, quoi. Je pense que je suis un grand maître et que voilà, je vaux pas grand chose, j'aurais pas de grande communication, et inversement, si je parle pas assez, à un moment donné, on a la responsabilité de, voilà, moi je pousse certains élèves à prendre plus de place dans le dojo, quoi. Il y a des gens qui sont par nature effacés, mais qui ont 25 ans de pratique et qui ont beaucoup de choses à dire, quoi. Et on parlait également donc de maladresse, d'erreur, de difficulté. Comment on fait pour garder du plaisir quand on fait des erreurs, quand on a l'impression d'avoir des difficultés, quand on a l'impression que c'est dur? Comment tu arrives à motiver un élève, par exemple, qui aurait ces difficultés-là? Déjà, au cours de la pratique, moi je prends souvent l'exemple d'un escalier, tu vois. Et puis, à un moment donné, quand on est en train de passer d'une marche à une autre, il y a un moment donné, on a l'impression de plus rien savoir, de pas être, tu vois, on n'est pas bon, ah non, mais ce que je fais, c'est nul, etc. Donc là, le professeur doit encourager et dire, non, regarde, là, tu es en train de progresser, donc tu perds tes repères anciens. Donc les repères anciens, ils ne disent plus rien, tu vas vers d'autres repères, mais entre les deux, tu es perdu, quoi. Mais l'évolution est toujours comme ça. Donc, il y a plein de choses à dire parce que il faut, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait la difficulté. Par exemple, les enfants, ceux qui enseignent aux enfants, je pense, on sait tous que, enfin, moi, j'enseigne moins aux enfants, mais j'ai pas mal enseigné aux enfants. J'ai des jeunes aussi, tu vois, de 16, 17, 18 ans, qui sont quand même des enfants un petit peu quelque part, même s'ils ont déjà une part adulte. Il faut que ça soit difficile. Il faut que ce soit exigeant pour qu'il y ait du plaisir et de la satisfaction personnelle. Un enfant qui fait faire des choses trop faciles, il s'ennuie. C'est le gars du surdoué dans une classe, il va s'emmerder, il va être mauvais parce que c'est trop facile. Et donc, il faut être exigeant. Le plaisir vient avec l'exigence. Le professeur doit être exigeant. Donc, des fois, un des remèdes, c'est plus d'exigence. Tu vois, quand l'élève est perdu, on devient exigeant. Et on lui dit à ton niveau, voilà. Moi, j'ai dit dernièrement à des gens qui commencent à enseigner, là, tu dois toujours connaître toutes tes katas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un capital de kata qui devient un peu énorme, entre le kobudo, le karaté et tout ça. Et je leur dis, tu dois toujours savoir ce que tu as fait avant, quoi. Et pouvoir le présenter. Donc, c'est difficile. Mais, et puis, il y a un esprit pour les katas. Alors, je dis pas que moi, j'y arrive tout le temps, mais c'est une recherche. Et donc, il y a une exigence adaptée, tu vois, au niveau. Et si la personne est perdue,
c'est celui qui a plus d'avance sur lui qui peut lui dire, mais t'en es là. Donc maintenant, l'exigence, elle est là. Ah oui, ça me parle et ça me parle au cœur. C'est-à-dire que ça me rassure. Parce que, tu vois, c'est savoir où on est aussi, ça. Donc, ah oui, j'en suis là. Ah oui, j'en suis quand même là. Oui, ça permet de se situer, comme tu disais, c'est important. D'un point de vue plaisir, est-ce que tu penses que le plaisir doit primer sur la qualité? C'est-à-dire que si à un moment, ce qui lui fait plaisir, c'est par exemple quelque chose qui n'est pas ce dont il a besoin en ce moment pour progresser, est-ce qu'il vaut mieux faire ce qui lui fait plaisir ou ce qui va le faire progresser? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Où en est la personne? D'une manière générale, la qualité, bien sûr, va primer un peu sur le plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas là que pour se faire plaisir. Et puis, enfin, je sais pas. Il faut que le plaisir va venir aussi de l'exigence et de la difficulté, des moments difficiles. S'il n'y a pas de moments difficiles, il n'y aura pas de plaisir non plus, quoi. Donc, c'est un peu compliqué comme question. C'est tellement au cas par cas. À un moment donné, tu sens que même tu rentres, enfin les gens, voilà, le groupe se constitue dans le dojo et tu te dis, tiens, putain, aujourd'hui, il faut faire lâcher les vannes, quoi. Parce que, période de Covid, tu vois, une période difficile. On se retrouve, ils sont tous secoués, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Là, il faut peut-être un espace beaucoup plus libre, dans le plaisir, parce qu'il y a eu des contraintes tellement fortes, un manque de communication et tout ça. Voilà. Quel contexte? T'as un mec qui arrive, il vient de se séparer, il perd son boulot et tout. Tu comprends, le professeur doit savoir ces choses-là. Il doit être proche de ses élèves. Et moi, je dis toujours aux élèves, ah, il est pas là, il faut qu'on l'appelle, quoi. Tu vois. Et maintenant, on travaille comme ça, donc les gens comprennent ça. Et moi, mes élèves avancés, tu vois, s'inquiètent, on fait des groupes, un groupe WhatsApp. Ah, mais t'es pas là, il y en a un qui va appeler, parce que c'est ça aussi la pratique. Donc, c'est faire attention aux uns et aux autres. Parce qu'on peut pas travailler sans les autres. Donc, on peut pas dire, tiens, il est pas là, quoi. Et puis, en ce moment, beaucoup de gens, moi, je le vois autour de moi, beaucoup de gens sont touchés par des maladies graves. Cancer, AVC, etc. Et donc, sont handicapés dans la pratique. Et c'est terrible. Pour un pratiquant, moi, j'ai des amis, tu vois, 6e, 7e, 8e dan, et qui ont des gros chocs comme ça. Il faut, tu vois, qu'il y ait communication. Donc, à quel moment on est de la pratique? Pas plaisir, qualité, machin. T'as un môme, je sais pas, ses parents viennent de se séparer, il est là. Moi, j'en ai eu un comme ça, un petit, les autres l'aimaient pas parce qu'il se renfermait, il manquait de contrôle, il était plein de colère. Voilà. Comment on adapte ça? Moi, je pense que vraiment, les arts martiaux, je l'ai appris de mes maîtres, hein, tu vois, c'est vraiment quelque chose de communicant. C'est pas faire des super-héros et des champions, quoi. C'est pas ça. C'est une école de vie, quoi. Donc, ça passe principalement par la qualité de relation. Et là, le professeur est essentiellement important. Kinjo, quand il a une pédagogie très particulière, Kinjo, à Okinawa. Il a des enfants petits, grands, et c'est un grand maître, Okinawa. Il est 10e dan dans les deux disciplines. Il est très connu, un petit peu, enfin bon, bref, c'est quelqu'un d'important. Et il enseigne à des enfants. Donc lui, maintenant, il a 85 ans, il s'assied sur une chaise, il se lève de temps en temps pour montrer, et puis c'est des jeunes qui font l'entraînement. Et il encourage toujours. Jamais une mauvaise parole, une critique négative. Ah, gambattez, allez-y, courage, il faut y aller. Ah, c'est super, c'est très très bien, c'était super. Et je me rappelle une petite élève autiste, tu vois, qui venait, et qui avait un problème de compréhension évident, et les katas, alors elle faisait des mouvements quand elle pouvait, et forcément tous les autres élèves applaudissent, et disent, ah, c'était, tu vois, et c'est dans l'ambiance du dojo. Et Kinjo, il venait, elle avait là il se levait, il se mettait à genoux devant elle, et il remettait correctement sa ceinture, parce qu'elle l'avait mise. Et ça m'a touché. Je me suis dit, ça c'est un maître, quoi, tu vois. Il est vraiment là pour que tout s'unifie, et que chacun respecte et voie le côté positif de chacun. Et là, ça a transformé un peu. Je me suis dit, là, il faut que moi j'apprenne à ne pas dire c'est pas bon ce que tu fais, quoi. La culture du positif, c'est quand même énorme, quoi. Et
on va critiquer, à voir ce qu'il n'y a pas de bon. Et en fait, lui, il a sa pédagogie est vraiment positive et ça donne des résultats assez forts. Est-ce que justement, il n'y a pas le risque, en ne disant pas ce qui ne va pas, de ne pas réussir à progresser, de ne pas voir les erreurs? Alors, chez lui et beaucoup d'Okinawaïens, il y a la personne. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est différent. Et très vite, on va savoir quelle exigence on va avoir avec une personne et quelle autre exigence on aura avec une autre. Ça, c'est particulier à Okinawa, c'est la richesse de l'enseignement Okinawa. Donc, il y a ceux qui vont devenir des sensei, et puis il y a ceux qui vont pratiquer comme ça. Ça, c'est un peu catégorique, mais tu vois, il y a un peu différents niveaux là-dedans. Et donc, au sensei, on va être très exigeant. Et quand tu arrives à Okinawa, ils disent, oh, toujours, rarement ils vont critiquer, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Mais des fois, c'est pas bon du tout, quoi. Mais ils vont dire, c'est très bien. Et en fait, en général, là, je reviens un peu sur ce que je disais d'une autre manière, quand un maître japonais te dit tout le temps, c'est très bien, tu dois te poser des questions. Par contre, quand il s'intéresse à toi, il va te corriger réellement. Et donc, il y a aussi cet autre aspect des choses. Mais Kinjo, moi, quand je travaille avec lui, en général, il regarde. Et vraiment, c'est une forme de pédagogie très avancée parce que juste son regard, tu sens les choses. Tu vois, il y a une espèce de parler de conscience, d'état d'esprit et tout ça. Là, à ce niveau-là, il y a ça. Et je retrouve ça avec Guy, avec Shima, j'avais trouvé ça différemment, mais chez Kinjo, c'est très, très fort. Et vraiment, il regarde et tu sens. Ah, là, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Il y a une espèce de discret, tu vois, quelque chose. Et voilà. Puis tu l'as senti toi-même, c'était pas adapté, quoi. Mais sinon, son regard, il porte. Et à Okinawa, il y a 2 experts qui vont venir, là. Un père et son fils. Là, ça passera après, je pense, mais bon, dommage. Shimabukuro, Haruyoshi et Daiki, son fils. Et en fait, moi, j'ai bossé beaucoup pour préparer des compétitions avec le père, avec Haru. Et en fait, il se mettait en face de moi, imperturbable. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et Moikai. C'est-à-dire, encore une fois. Et toi, t'as fait 10 katas à fond, il dit Moikai. Et il est là. Mais ça te porte. C'est-à-dire qu'il a une espèce de présence, tu vois, martiale, forte comme ça. Et là, tu te dis, j'ai pas le droit à l'erreur. Et j'y vais. Donc, c'est une qualité d'enseignement exigeante, adaptée à chaque personne. Mais chaque personne, on va l'attirer un peu plus là où elle est. Donc, entre plaisir et exigence. Mais qualité, exigence, ça, tu peux pas l'enlever. C'est difficile de trouver cet équilibre. Ça, c'est l'ajustement pédagogique. Pour chacun, ça, c'est le plaisir vraiment de la pratique aussi. Être juste, chercher. On n'est jamais complètement juste, sûrement. Des fois, oui, mais après, quand tu enseignes depuis de nombreuses années, moi, ça me fait toujours bizarre. J'ai des gens, à la Coupe de France Wetchiryu, on se retrouve régulièrement. Et puis des fois, il y a des gens que t'as pas vu depuis longtemps. Et puis un jour, j'ai un jeune homme de 35 ans qui vient dire, ah, comment tu vas, Jean? Ah, tu te trouves embêté parce que tu ne sais pas qui c'est. Puis il dit, ben si, je suis Gaël et tu me donnais des cours, j'avais 8 ans, quoi. Et tu te rappelles de ça et ça et ça. Et en fait, c'est un moment que toi t'as oublié, mais où lui, tu as une attention particulière. Et ça, au cours de sa vie, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas, ça a fait quelque chose, tu vois. Et ça, pour moi, les arts martiaux, je me suis dit, waouh, quelle force, quoi, tu vois. Tu t'en rends pas forcément compte, t'as fait un truc, mais pour lui, ça a été hyper important. Parce que, je parlais de ça, tu vois, les parents en séparation, le truc, et puis t'as une attention, il a besoin de ça. Donc, il va mieux, quoi. Et donc, ça, c'est important. Ouais. C'est le lien, est-ce que, justement, quel est le rôle de l'enseignant, selon toi? T'as dit, voilà, Kinjo, ça, vraiment, c'est un enseignant. Qu'est-ce que c'est qui définit le rôle d'un enseignant, selon toi? Tu as dit Kinjo, c'est... Tu m'as dit, quand tu me parlais de Kinjo, tu me dis, voilà, ça c'est vraiment un enseignant incroyable. Qu'est-ce qui fait qu'un enseignant, voilà, quel est son rôle? Qu'est-ce qui fait qu'il va être un enseignant de qualité? Première chose, la passion. Si t'as pas de passion, laisse tomber, quoi. Si tu viens et que tu te fais chier, tu peux pas enseigner. Donc, il faut arriver avec le cœur rempli de passion. Et ça, tu draines le monde derrière. Moi, c'est évident, les jours où je suis fatigué et tout, je me dis comment je vais faire, quoi. Et c'est vrai que si cette passion, après que tu montes sur le tapis, tu as des éléments en face de toi et puis ça revient. Et il y a la passion. Ensuite, il y a aimer le contact, aimer l'autre, être curieux, comprendre.
tu vois, qui est cette personne? Moi, je vois un débutant arriver, je te jure, hein, maintenant, je le dis souvent à ma compagne, par exemple, je dis, tu vois, lui, dans 3 ans, on en sera là sûrement. Et alors, je peux me tromper, c'est pas ça, mais il y a une espèce, tu sens l'intensité, et lui ne le sait pas encore. La qualité d'un enseignant, c'est de voir ce que l'autre peut devenir alors que lui n'en est pas conscient. C'est pouvoir tirer de lui le meilleur, le maximum, pour l'amener là à une révélation, à un épanouissement personnel. Ça, c'est primordial. Mais pour ça, il faut aimer le contact, aimer comprendre, aimer sentir, échanger, casser des limites. Le rôle, la différence entre enseignant, sensei, maître et tout ça, c'est qu'il y a différents niveaux et que un maître ne s'adresse pas à la même partie de l'individu. Et là-dedans, moi, je pense avoir rencontré des maîtres qui parlent directement au cœur. Ce qui fait que par moments, ils te font vibrer d'une certaine manière, tu passes par tous les états émotionnels, mais ils te font casser ton ego, ils te font, pour moi, ça c'est un maître. Après, le sensei, c'est celui qui guide, qui est un exemple, etc. Et puis l'enseignant, c'est celui qui a de l'avance et qui, tu vois, par exemple, un 2e, 3e dan, il est enseignant, un 6e, 7e, 8e dan, il est sensei, et puis au-delà, c'est des repères. Ça veut pas dire grand chose, mais c'est un peu pour dire quand même qu'il faut 50 années de pratique pour ça, et donc un maître, c'est celui qui est un peu au-delà de la forme et qui casse l'ego, quoi. Et donc qui fait avancer beaucoup plus. À un moment donné, par exemple, quand on est 5e, 6e dan, si on veut avancer, il faut un maître. Pas nécessaire forcément quand on est premier dan ou premier Q, quoi. Mais on parle pas au même niveau de pratique et à la même qualité de la personne. Donc, les maîtres, voilà, moi, je me fais casser de temps en temps encore par Kinjo, par moment. Voilà. Oui, merci pour, voilà. pour ces paroles. C'est très intéressant, cette différence enseignant, maître et sensei, effectivement. Mince, j'ai pas eu le fil là, je voulais dire quelque chose. Ah oui, comment gérer l'appréhension de l'arme? Souvent, les gens, on va leur donner une arme en main, il va y avoir une appréhension. Comment la gérer, ce stress, cette peur? Expliquer, tu vois, expliquer un beau, la dimension du beau, l'adaptation au corps, expliquer ce que c'est qu'une faucille, expliquer comment. Et après, les armes, tu prends pas, on commence par le beau, sai, tonfa, nunchaku, en général. Chez Kinjo, on commence par le nunchaku. Pour libérer les épaules, pour faire un travail différent, main gauche, main droite, pour une forme de dextérité, tu vois. Et parce que c'est pas très dangereux un nunchaku, on se prend des coups sur le coude, des fois un peu derrière la tête, mais il n'est pas dangereux vraiment en soi. On n'a jamais eu vraiment d'accident grave en nunchaku. Par contre, les kamas, c'est une arme dangereuse. Les fossiles, c'est tranchant. Et ça devient dangereux surtout au moment où tu commences à prendre de l'assurance et tu perds ta vigilance. On parlait de vigilance la dernière fois, là. Et donc, moi, je me suis coupé, par exemple, vraiment profondément sur le bras, à un moment donné où je commençais à répéter mécaniquement. Ça ramène à l'ordre tout de suite. Donc, en fonction de l'arme, c'est pas pareil. Tu vas pas donner une arme dangereuse à un débutant. Donc, l'appréhension, tu vois, elle doit être ajustée aussi au niveau. Mais expliquer la dimension, l'adaptation au corps, la manière de s'en servir, éviter certains problèmes. Voilà, si tu fais un ikité avec une arme tranchante, tu ramènes le tranchant vers toi, ça va pas. Donc le placement de l'arme, les mouvements de base adaptés, voilà, une progressivité. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, toi, par rapport à ces états d'esprit, ce mental? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé? Là, petit à petit, je fais la différence entre intention et conscience. Et ça, c'est des choses, on ne sait pas trop des fois de quoi on parle. Quand on dit intention, par exemple, on ne sait pas, il y a tellement d'applications à l'intention. On parle d'une intention, par exemple, mentale, émotionnelle, on parle d'une intention énergétique dans le corps, etc. Et après, je dirais que de l'intention, on doit passer à la conscience. C'est-à-dire que de mettre son intention dans un pied, dans une main, etc., c'est déjà une première étape. Et après, la conscience, un kata, c'est amener une conscience de plus en plus large et globale du corps, de soi, de l'univers autour de soi, etc. Et ça veut dire que quand tu fais Sanshin, au début, tu te dis, ah, celle-là doit rester immobile et puis je vais bouger cette main-là. Et donc celle-là, à la limite, quand je vais bouger l'autre, ben, elle est vide parce que je mets toute mon attention dans l'autre main.
Donc petit à petit, en évoluant, cette intention qui bouge d'un endroit à l'autre, etc., va devenir une conscience qui remplit l'être lui-même et donc sa conscience de l'espace derrière. Et ça, c'est une dimension du kata dont on parle pas assez. Donc intention, conscience, tu vois, et la conscience dans les arts martiaux. Et ça passe par ce travail basique du kata, qui est qu'au début, j'apprends à mettre mon pied d'une certaine manière, donc mon intention, elle est là, puis après, peut-être aussi dans ma main, et puis après, petit à petit, ça s'établit, et la conscience, elle devient totale. Et donc, mon rapport au monde et à l'autre est différent aussi. On parle pas assez des arts martiaux comme une transformation de conscience, et donc d'adaptation sociale aussi derrière. De toute façon, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais si j'ai bien compris quelque chose de ces interviews qu'on a fait ensemble, c'est que les arts martiaux ont un rôle avant tout social, c'est-à-dire nous permettre de trouver notre place et de nous sentir mieux par rapport à nous-mêmes et par rapport à la société. On n'est pas autre chose qu'un être social. Seul. Donc après, pour bien vivre avec les autres, il faut savoir qui on est. Donc tout ce dont on a parlé, l'effort, les erreurs, tout ça, c'est nécessaire. Moi, je préfère laisser mes élèves faire l'erreur d'abord pour après ajuster. Donc, il faut tâtonner, il faut chercher, il faut savoir qui on est petit à petit. Et ça amène petit à petit une autre responsabilité, une autre conscience du monde, etc. Tu sais, Budo, c'est l'art d'arrêter la lance, quoi. C'est pas l'art de combattre vraiment, quoi. C'est comment, à un moment donné, le conflit ne va même pas exister parce que la présence est différente. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que c'est que la présence? C'est la tranquillité liée à un placement dont on parlait avant, quoi, une ouverture. C'est-à-dire, à un moment donné, quand au lieu de te protéger, de te mettre contre, tu es dans une autre... déjà, la peur ne doit plus exister, quoi, à un moment donné. La peur existe toujours, mais une forme de peur de conflit, une chose comme ça, petit à petit, quand même, avec la pratique des arts martiaux. Si tu me demandais à quoi ça sert les arts martiaux, c'est ça, c'est te défendre, je crois que je le disais la dernière fois, te défendre ponctuellement en self-défense dans la vie. Combien de fois ça va t'arriver, quoi? Combien de fois, à part si t'es un petit peu bizarre, mais c'est pas tous les jours qu'on t'agresse, quoi, tu vois. Donc moi, ça m'arrivait rarement, mais j'ai vu l'évolution. Tu vois, entre le moment où j'avais juste passé mon premier dan, je me suis fait agresser, j'ai fait comme j'ai pu, puis ça m'a remis un peu dans mon ego. Oh, putain, je suis ceinture noire, mais dans la rue, ça vaut ça. Et maintenant, où ça m'arrivait pas mal de fois dans des trucs de voiture, tu vois, et juste sortir de la voiture, et que le mec te dit, mais si on fait je te casse la gueule, ou on fait pas de constat, et patati, tu dis, pas de problème, quoi, parce que t'es pas du tout dans la crainte. Et donc, ça et le type, il rentre dans sa voiture, il dit, non, mais c'est pas grave, monsieur, tu vois, il y a une différence. Et donc, je pense que c'est une autre manière d'être. Et effectivement, juste une anecdote aussi, je me rappelle avoir reçu, en 97, on a fait venir des Japonais d'Okinawa, il y avait un groupe d'une dizaine d'experts d'Okinawa qui étaient venus, dont le maître Kanmei Uechi et tout ça, des personnages. On s'était promenés dans le tour, et puis il y avait des types un petit peu, tu vois, des bandes de violents, et je te jure que ça s'écartait, quoi. Tu voyais ces mecs qui arrivaient, qui étaient tranquilles, qui dégageaient. Donc voilà, c'est... Au début, on est dans le truc de savoir si on est efficace et tout, puis à un moment donné, on lâche ça. Moi, je pense, il y a ce jeu de l'efficacité et tout, mais les arts martiaux doivent amener à un autre état. Effectivement, le combat, on a fait, et à un moment donné, on n'a pas besoin. Oui. Je comprends. C'est intéressant aussi, ça, cet état d'esprit, cette tranquillité dont tu parles. Merci pour le temps que tu as pris. Est-ce que toi, tu aurais une question pour moi sur l'état d'esprit, la pratique, ou pas du tout? Ouais, mais ça fait un petit moment qu'on échange, là. J'aime bien parce que t'es curieux, tu amènes Alors, qu'est-ce que c'est la pratique pour toi des arts martiaux? C'est quoi dans ta vie? Pour moi, la pratique aujourd'hui ne s'arrête pas au tatami. C'est ce que tu disais. On est des êtres sociaux et surtout, je suis pas une autre personne. Au début, quand je commençais, je devenais une autre personne entre guillemets. Quand on monte sur le tatami, on est là, on devient quelqu'un. Et maintenant, pour moi, que je sois sur le tatami ou pas, c'est la même chose. Quand j'arrive au dojo, je me transforme pas. Alors, il y a ce que tu parlais quand t'es fatigué, t'as un gain d'énergie,
voilà, parce que tu as des élèves face à toi ou parce que tu as tes partenaires face à toi, bon, bah, tu as ce gain d'énergie-là. Mais c'est plus une énergie de groupe qui vient de là. Mais pour moi, la pratique, aujourd'hui, c'est au quotidien, c'est être vigilant à ce qu'on fait, c'est faire attention à l'autre, comme quand je fais attention à mes partenaires pour pas les blesser, ou être vigilant quand je traverse la route, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, la pratique, c'est un moyen de m'entraîner parmi tant d'autres. Je sais pas si je suis clair. Si, moi j'entends parfaitement ce que tu dis. Ouais, ouais, je trouve que c'est extrêmement juste. Ouais. Ouais. C'est toujours, on parle entre passionnés et le goût que tu amènes à ta pratique. Et puis tu vois, c'est toujours intéressant, je trouve, parce qu'on s'apporte mutuellement des choses. Et en fait, sentir comment l'autre pratique, c'est surprenant tous ces univers de pratique. Tu parlais sur les questions personnelles, comment on s'entraîne chez soi, etc. Enfin, tu vois, l'entraînement. Et il y a tellement de manières de faire, quoi. Mais c'est pour ça qu'on a ce blog en partie, c'est pour donner toutes les interviews, comment les experts s'entraînent. Moi, c'est ce que je dis souvent, je mène ces interviews pour moi, parce que je suis curieux et après je le partage aux autres. Mais oui, je pose des questions qui m'intéressent et qu'est-ce que je peux vous piquer pour moi progresser, pour enrichir ma pratique. Et merci de prendre ce temps, de cette honnêteté de réponse, parce que c'est pas facile de se dévoiler, de donner ses secrets, donc merci beaucoup. Ça c'est logique, parce qu'en face il y a cet intérêt. Tu vois, je pense que, je sais pas si on est dans le cadre toujours là, mais c'est du cœur à cœur, la passion et la passion. Donc en fait, à un moment donné, quand tu sens que derrière on peut comprendre, tu vois, on est passionné et puis qu'il y a une réelle curiosité, c'est porteur. Et moi, je te parlais d'intime. À un moment donné, il y a une partie intime de nous-mêmes qui peut se révéler, effectivement, parce que en face, il y a une vraie écoute. Et ça, c'est cadeau de part et d'autre, et c'est vraiment important dans la pratique. Et tu sais, moi, même à Okinawa, Haruyoshi Shinamukuro, qui vient là pour une série de stages, et il va participer, enfin, il va être présent à la Coupe de France à Doha-Shiryu, là. C'est ce week-end, hein, c'est samedi. Et en fait, moi, un jour, il m'a invité au restaurant pour me questionner. Il m'a dit, mais tu es qui? Qu'est-ce que tu cherches dans la pratique? Le karaté, c'est quoi pour toi? Il avait besoin de savoir tout ça. Tu vois, j'ai 6e dan à l'époque, et puis, voilà, il voulait savoir qu'est-ce que j'allais faire en France. Après, tu vois, et cette question-là, elle est importante, quoi, à un moment donné, pourquoi on pratique, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, enfin, et ça doit être différent. Les uns et les autres, on doit tous être différents et apporter une notion. Moi, je suis surpris des fois. Tu vois, moi, je suis pas de la fausse modestie, je suis un pratiquant assez paresseux. C'est-à-dire que je suis pas un mec qui va faire 2 heures d'entraînement tous les matins et tout ça. Mais par contre, j'ai des objectifs, ça me motive, donc j'essaie d'avoir des objectifs régulièrement. Et là-dedans, je suis très curieux de ces gens qui ont, tu vois, une discipline très forte. Moi, je suis pas comme ça. Mais maintenant, je culpabilise plus, parce que j'ai compris que c'était ma manière de pratiquer et que je pouvais être bon comme ça. Donc, il n'y a pas une manière en disant il faut 3 heures par jour, que ça va, voilà, tu vois, c'est un peu les questions que tu posais, il faut poser ces questions-là. Parce qu'au début, on ne sait pas quoi faire. Mais il faut trouver sa propre pratique et ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut essayer les choses, quoi. Oui, je comprends, ouais. Et c'est pas facile. Moi, justement, c'est parce que je suis dans ce questionnement encore de pratique. Après, je pense qu'il y a des points communs, comme tu disais, la passion, transmettre, quand on est enseignant, enfin, tout ça, c'est des choses qui sont sous-jacentes à tout le monde, mais effectivement, on a chacun après son rapport à la pratique. Et c'est important de la questionner au bout d'un certain temps. Et de se la faire questionner aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des personnes qui te questionnent dessus de façon intelligente et bienveillante. Tout à fait. C'est-à-dire ouverte, respectueuse de ta personnalité. Pas en voulant t'influencer. Mais en pouvant te dire à un moment donné, peut-être que toi, tu pourrais développer ça plus, quoi. Et je crois qu'il y a une étape d'apprentissage, enfin, il y a une étape où effectivement on est obligé d'aller voir, c'est l'étape A, pour moi, où on critique, on cherche, on va chercher, pour moi, mon prof il fait comme ça, mais moi je vais pas faire comme lui. Et puis à un moment donné, on n'a plus besoin tellement d'aller voir ailleurs, voilà, et on a besoin surtout de synthétiser, de faire sa pratique. Et là, c'est autre chose parce que dans cette étape-là, en fait, il y a une forme de créativité, d'office qui se met en place.
Bah, par exemple, les Bunkai, je disais à Guy Sauvage, je disais, écoute, en ce moment, c'est curieux, ça m'arrivait pas avant, mais je fais un mouvement et j'ai des tas de Bunkai qui viennent comme ça. J'ai pu à réfléchir, tu vois, j'avais jamais pensé, puis tiens, ça passe. Et en fait, c'est comme si tu avais tout le fond que tu avais acquis qui remontait à la surface à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se libère. Et avant, c'est un peu comme si tu étais encore dans différents éléments un peu disparates. Il va falloir que ça, c'est le long chemin, quoi, pour soi. Réunir tout ça, et puis moi. Maintenant, nous, on parle d'ancestral et d'actualisation. Comment tu vas actualiser tout ce que tu as acquis à un moment donné. En médecine chinoise, on dit ça. Donc, comment ton cœur s'exprime librement parce que ton rein, si tu veux, il a acquis tout le reste, quoi. Ça, cette partie-là que tu viens de dire, j'en parlerai, je la mettrai peut-être dans l'interview, sauf si ça te pose un souci, du coup. Oui, mais du coup, comme on était, entre guillemets, un peu sorti du cadre de l'interview qu'on parlait, là, ce côté vraiment l'ancestral qu'on va amener, ça me parle beaucoup. Moi, ça me parle énormément, là. Je suis en plein dans le mon prof qui me dit, tiens, va voir lui, c'est intéressant, va enrichir ta pratique. Mais ouais, ça me parle beaucoup et je pense que ça parlera à beaucoup d'auditeurs. Très bien. Eh bien, je te remercie. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris. Maintenant, si vous souhaitez le retrouver, bien entendu, vous aurez tous les liens en description. N'hésitez pas à partager cette interview pour la faire vivre. Si ce que Jean a pu dire vous a touché à vous aussi, faites-le vivre, faites connaître ses pensées. On vous dit à très vite. Tchou bye. À bientôt. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.